Your way, way, Gagizi gagirigana Mone sewe Yahweh 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 Gagizi gagirigana Mone sewe Yahweh 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 Gagizi gagirigana Mone sewe Yahweh 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 Gagizi gagirigana Mone sewe Yahweh 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 Ani, my name is Michelle Penny. I come from Je suis Michelle Penny, des territoires Treefort, Saskatchewan. La chanson que je viens de chanter est à l'honneur du soleil. Je pense que c'est à propos, compte tenu de ce dont on va parler aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir une session magnifique. Miigwech. Merci beaucoup, Michel. Bon après-midi, tout le monde. Autour du racisme environnemental. On a voulu explorer comment les enjeux climatiques posent des risques dans les communautés du monde entier, mais en particulier pour les personnes noires, autochtones et de couleur qui subissent de manière disproportionnée les effets des changements climatiques, en particulier à cause des systèmes, des politiques et des pratiques capitalistes, colonialistes et soutenues par le racisme environnemental. Donc, je me présente. Mon nom est Amandine Gournay. J'utilise les pronoms elle, she, her. Je suis conseillère en développement durable et chargée de projet genre et environnement au Réseau des femmes en environnement. J'aimerais prendre un instant pour reconnaître que je me trouve à Montréal, territoire traditionnel des Kanien'kehá:ka, un territoire non cédé. So, recognizing everything that is going on around the world right now. Reconnaissons ce qui se passe dans le monde. Beaucoup de personnes ont les cœurs ouverts, l'esprit ouvert. C'est important de reconnaître toutes les communautés du monde. Avec tout le monde, on peut créer des manières de collaboration et aussi trouver des pratiques de soutien. Avant d'aller dans d'autres détails au sujet du panel actuel, j'aimerais vous présenter Michelle Penny, qui, comme elle a dit, elle est une femme autochtone. Elle fait partie du comité sur les relations autochtones à Ottawa. Des femmes actives. Elle est chanteuse depuis plusieurs années et utilise cet outil pour sensibiliser les questions qui les touchent. Elle travaille à la sensibilisation au racisme et aussi à la diversité. Merci beaucoup d'avoir ouvert la session aujourd'hui, Michel. L'événement se tiendra à la fois en français et en anglais. Nous offrons la traduction simultanée pour ceux qui le souhaitent. Pour y avoir accès, cliquez sur l'icône Interprétation au bas de l'écran Zoom.
And then click the language you would like to hear. Cliquez sur la langue de votre choix. To hear the translated Vous audio. allez entendre l'audio traduit. Pour entendre l'original, Et l'audio original. And if you require any technical si vous avez besoin d'aide technique pendant la session, n'hésitez pas à envoyer un message à Tina La Rochelle dans le clavardage. This panel is presented by Equal Futures Network and also the Network of Women in Environment. This is a non-profit organization based in Montreal to develop the action of people and organizations in order to improve the quality and well-being, quality of environment and well-being. They acquired expertise in many fields and beyond environment to make people aware of c'est un réseau qui relie des projets nationaux et aussi des acteurs de la société civile en matière de justice dans diverses communautés au Canada. Ils travaillent en collaboration dans le domaine de la santé des rois, des personnes les plus marginalisées dans les diverses communautés du monde. En août 2021, le réseau des femmes en environnement et réseau Avenir égalitaire a tenu une séance sur ces changements et nous avons constaté qu'il fallait approfondir certains secteurs, surtout la réponse climatique intersectorielle, aussi combler certains fossés dans la recherche et les données. Nous avons décidé de profiter de cette occasion pour réunir les experts et des leaders dans leurs champs respectifs afin de partager leurs connaissances et expertise sur l'impact des changements climatiques et son impact sur l'environnement, le racisme environnemental. Le panel va souligner les différentes façons dont le changement climatique a un impact sur les enjeux concernant la santé, les politiques et proposer des solutions qui soient plus inclusives et intersectorielles. Avant de commencer, j'aimerais présenter les membres du panel aujourd'hui et souligner le travail. Le premier, c'est Chuck est directeur fondateur et responsable supérieur d'allocution de services à l'ancêtre, donc Future Ancestor Services. Fièrement franco-albertain, Chuck est passionné par les façons dont l'environnement impacte la santé humaine et par la question de la justice dans notre compréhension du fonctionnement de nos sociétés. Chuck est très actif dans les espaces de changement au Canada et à l'international, puis sa formation formelle comprend l'environnement, la chimie, la santé publique et la géographie médicale. In his work as one of the founding directors of Future, il est fondateur des services et travaille sur la justice. Outre ce travail, il travaille aussi à l'extérieur dans différents mouvements pour réimaginer et recréer des structures sociétales et au profit du bien-être des hommes, des personnes. Merci d'être avec nous. J'espère que vous pourrez écouter, apprendre aussi de ce panel extraordinaire. J'espère que vous allez juger que ces échanges sont pleins d'informations. N'hésitez pas de mettre vos réactions aux questions dans le clavardage. Si nous avons le temps, nous y répondrons. À vous, Chuck, maintenant. Alors, bonjour tout le monde. Comme c'était dit, je m'appelle Chuck Denimo. Je suis heureux d'être devant vous aujourd'hui. Tout d'abord, il faut que je dise, Michelle, you have a stunning voice. Like when you Michelle, j'adore ta voix, c'est magnifique. Quand vous avez commencé, ouf, le son de votre voix m'a envahi. Je me suis dit, oh, je pense que ça vaut la peine. Merci beaucoup, Michelle. Vous êtes extraordinaire. J'ai le plaisir de vous présenter nos orateurs, nos oratrices pour aujourd'hui. So, je vais commencer avec ma chère amie Manvi Bala. So Manvi is spectacular. She co-founded Shake Up. Extraordinaire. Elle a
un organisme en justice publique. Elle fait partie de la coalition de Miss Inform et aussi organisateur communautaire intersectoriel, présidente et cofondatrice de Shake Up the Establishment et a publié plusieurs articles, travaille avec les enfants. C'est une des personnes qui se détache vraiment. C'est comme un halo qu'elle a autour d'elle. Elle fait des choses extraordinaires pour nous. Thank you. La Dr. Ingrid Waldron. This is really exciting. This is my third panel with Dr. Waldron. C'est vraiment emballant parce que c'est le troisième panel auquel je participe avec elle. Ingrid Waldron, c'est l'experte au Canada. Elle a publié un livre. Elle a aidé à créer un spécialiste de l'eau. Elle a fait un documentaire sur l'eau et aussi avec d'autres personnes. Elle a publié des articles, des livres, des ouvrages. Elle est fondatrice de Peace and Health and Global Peace and Social Justice Program. Elle est cofondatrice avec la Coalition canadienne pour la justice environnementale et vice-présidente du Rural Water Watch dans les communautés rurales marginalisées. Elle travaille sur un autre livre. Je vais l'acheter d'avant, je crois. L'impact des traumatismes sur l'environnement. Je suis contente de vous avoir ici, Dr. Waldron. Encore une fois, un plaisir de vous rencontrer. Nous avons Shirley Williams, Annie Williams, qui vient de Wikwani, une réserve non cédée de les îles Manitou, Hélène, à Peterborough, en Ontario, et a enseigné à l'université sur la culture. A reçu un doctorat honorifique de Tech University. Est-ce que le nom a changé? Ontario Tech University. Elle a reçu des prix en matière d'éducation, de langue. Elle a présenté des langues en Australie, à Hawaï et Nouvelle-Zélande. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Annie Williams. Finalement, j'ai le plaisir de vous présenter Dr. Marie-Jo Ouimet. Dr. Ouimet works as a public health physician in the territory. Elle est médecin en santé publique à l'INSPQ, qui est l'agence. Fun fact about Quebec, everybody who has not ever lived in Quebec, Quebec loves les titres aiment les longs titres, les titres très longs pour tout. Alors, c'est pourquoi il y a un acronyme, c'est parce que le titre est long. Je ne connais pas le titre long, mais l'acronyme, oui. Elle enseigne aussi un cours de santé publique à l'Université de Montréal. Alors, voyez le lien ici. Elle a travaillé pour l'écrit de la baie James, coordonnatrice et médecin conseil, et a pratiqué la médecine dans différents pays avec l'Organisation mondiale de la santé, Médecins sans frontières et aussi Médecins du monde. Merci beaucoup. Alors, en voyant les bios, ça va être très dynamique et vraiment emballant. Les gens qui s'intéressent au travail de comité, aussi au cercle universitaire, ceux qui voient des concepts et des questions dans la communauté, sur le terrain, en train d'essayer de faire des changements pour que tout le monde puisse vivre dans un environnement plein, heureuse et accueillant. Donc, avec tout ça en tête, let's start off with our first question, which is... Commençons avec la première question qui nous amène directement au point. Pourquoi est-ce que le sujet est important? La classe, le genre, entre plein d'autres aspects, éléments d'identité, lorsque nous parlons d'environnement et des changements climatiques. And so,
I will be starting Je vais with. commencer. Ooh, I get the choice on who I start with. So you know what? Let's Oh, start j'ai le off choix. with, Alors, commençons Elder Williams, and then we'll move on avec to Madame Williams. Elder Williams. Votre micro, s'il vous plaît. Yes. Désolée. La première question au sujet de relations entre les races. Vous parliez de racisme ou du territoire. Le racisme touche nos territoires en ne nous en occupant pas de nos terres. Il y a beaucoup de choses. Le Créateur nous a donné ces territoires. Il a créé la terre pour les êtres humains, pas juste pour leur utilisation, mais pour qu'ils y vivent. Alors, c'est un cadeau qui nous a été donné. Et les Autochtones nous disent que la terre, c'est un lieu sacré. C'est sacré et tout ce qui est mis sur la terre, c'est mis par le Créateur. Donc, c'est un cadeau, c'est un présent qui nous est fait. Quand on nous offre un présent, il faut s'en occuper de la bonne façon, de la meilleure façon possible et aussi le créer avec respect, le traiter avec respect. J'espère que ça répond un peu. Oh, that was beautiful. C'est magnifique, vraiment magnifique. Ce que vous avez dit sur le Créateur a fait la terre, pas juste pour qu'on l'utilise, mais qu'on y vit. Je pense que c'est un point essentiel. Pourquoi on est ici? Par rapport à cela aussi, pourquoi on est ici? Est-ce que l'utilisation de la terre sur laquelle on vit, Manvi, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi est-ce qu'on devrait parler de la terre? Quel est le lien entre la terre, la race, les gens? Pourquoi c'est important? Bonne question. C'est difficile de faire, de suivre, mais l'idée de justice climatique, ça part du fait que ce n'est pas tout le monde qui a le même impact par la crise climatique. Ce n'est pas simplement les gens qui sont à faible revenu ou qui ont des vulnérabilités structurelles, mais c'est de façon générale ceux qui font face à des barrières structurelles pour pouvoir vivre, prospérer dans ce qu'on appelle ici le Canada, dans ce contexte, mais aussi dans le monde. Au sujet de la classe, des races, des genres, ça existe, mais ça devient des problèmes de justice parce que dans la plus grande société, il y a une présence d'iniquité, de disparité qui existe à cause de l'oppression, de l'exclusion, avec l'histoire de colonisation, les systèmes comme le capitalisme ou qui profitent à certaines personnes qui prennent des décisions. On a tendance à voir que les groupes sont désavantagés, exclus, abandonnés. Alors, en matière de crise climatique, quand on voit qu'il y aura un impact sur tout le monde, mais certains groupes le seront davantage parce que ils sont dans une position où ils subissent davantage les changements climatiques, les risques environnementaux, la pollution, des risques comme ça. Il faudrait que la communauté utilise donc ces facteurs intersectoriels. Compte tenu des réalités de ces communautés, ils méritent également aussi tous nos efforts pour qu'ils ne soient pas mal servis par les politiques comme ils l'ont toujours été historiquement. Merci beaucoup. Alors, c'est une bonne transition vers le docteur Waldron. Qu'est-ce que c'est selon vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? On dit oui, pourquoi? Mais comment est-ce que ça se manifeste dans la vie? Oui, certainement.
Le tas de racisme environnemental au Canada n'est pas très bon. On voit des cas de racisme environnemental probablement dans chaque province. Je ne connais pas toutes les provinces, mais probablement dans chaque province, il y a des aspects de racisme environnemental où les terres sont utilisées de certaines façons. Je pense au nord de la Colombie-Britannique, les Premières Nations Squattines qui essaient moi, à Sarnia, en Ontario, on appelle ça la vallée des produits chimiques. Pour plusieurs décennies, il y a 60 installations pétrochimiques en Nouvelle-Écosse. Il y a une usine de pâte et papier qui a fermé. Et historiquement, les communautés noires, c'est toutes des communautés noires. Donc, c'est racisme passé. Toutes les années, ils demandent réparation. Shelburne, en Nouvelle-Écosse. Il y a une cause depuis 1942. Et la Première Nation Grassy Narrow. Une contamination qui se maintient dans l'eau. Alors, des causes de racisme environnemental partout au Canada qui se manifestent sur le terrain, mais on peut le voir, on peut cartographier ces causes de racisme environnemental parce que c'est les communautés qui ont des déversements et des usines qui... Mais ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Certaines communautés sont carrément racisées et qui sont autochtones ou noirs aux États-Unis et aussi les hispanophones. Donc, ça se manifeste au niveau des politiques. Les politiques environnementales, c'est les décideurs, les gens qui ont du pouvoir, qui sont blancs en général, qui ont ce pouvoir et prennent des décisions sur l'endroit où est un lieu de déversement. Ces décisions sont faites par des évaluations environnementales qui sont des outils utilisés pour soutenir certains projets communautés. Moi, je pense que le racisme environnemental commence avec ceux à qui on donne des pouvoirs pour prendre des décisions de façon assez subtile pour protéger leur communauté. Je ne pense pas qu'ils disent « Ah, on va aller nuire à ces communautés ». Je ne pense pas que ce soit volontaire ou évident. On va dire « Bon, on ne va pas mettre ça dans les communautés blanches en général parce que nous, on s'inquiète, peut-être que ça va être nocif, ça va causer le cancer. » Donc, ça commence avec des politiques environnementales, des interventions qui doivent être faites quant aux évaluations d'impact environnemental. Comment c'est conceptualisé? Comment conceptualiser les enjeux autochtones et amener ces connaissances autochtones dans les évaluations de l'impact parce que les gens comprennent de façon différente le terrain. Si vous désintégrez, vous brisez mon terre, en Occident, on ne voit pas ce lien entre la terre, le corps, l'esprit. Alors, il faut que les communautés comprennent de façon holistique tous ces liens par rapport à la terre. Les interventions doivent être faites au niveau des évaluations environnementales. Alors, je vais le lier à une autre question. Compte tenu de l'état de la situation, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des classes de racisme? Vous me posez la question à moi? Les gens qui sont pauvres sont racisés. Je pense que aussi, si vous êtes dans un endroit isolé, ceux qui ont un revenu faible, non racisés, alors ils sont pauvres. Et ils m'ont dit, même par le passé, au début du projet, pourquoi est-ce que vous parlez de racisme? C'est une question de classe sociale. Pourquoi est-ce que c'est... Mais j'ai dit, pourquoi pas les deux? Ne les sépare pas. Ils fonctionnent ensemble. C'est un fait. Au Canada, aux États-Unis, les gens qui sont pauvres sont racisés disproportionnellement. Et on a demandé aussi pourquoi est-ce que les gens racisés sont pauvres? Il faut remonter dans l'histoire. Il faut remonter à l'esclavage, à la colonisation et le passé. Les gens sont pauvres maintenant, mais c'est parce qu'à cause de la colonisation, de l'esclavage,
Alors ça, ces enjeux restent. Quand on dit, bon, c'est difficile de passer à l'œuvre si les politiques ne nous aident pas à faire ça. Alors, c'est une question de race parce que les gens se posent la question, pourquoi est-ce qu'on est pauvre? Le Canadien impose des politiques qui maintiennent aussi la pauvreté. Et c'est difficile d'en sortir. Ah, ça c'est formidable. Merci beaucoup. And maybe I'm actually going to add on to that is, Et je vais ajouter aussi the class piece. au sujet de la classe. Get impacted. Les communautés ont des impacts, par exemple, des lieux d'enfouissement, les conséquences de tout ça, par exemple. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si une personne blanche qui est pauvre peut avancer dans la vie, peut se relocaliser, alors qu'une personne racisée qui est pauvre essaie de sortir de ces communautés. Alors, ils font face à différents obstacles. Souvent, ils appellent la police. Vous êtes dans notre quartier, vous n'êtes pas supposé être dans notre quartier. Alors, l'élément racial existe malgré le statut, mais la classe sociale, c'est uniquement la question de pauvreté, alors que vous pouvez vous élever de ça. À un moment donné, vous évoluez dans une autre situation. Docteur Ouimet, à peu près à travers le monde, je travaille dans la santé publique. Donc, par rapport au racisme environnemental, tout d'abord, j'aimerais commencer avec quels sont les impacts que le racisme environnemental a sur la santé, puis est-ce que c'est quelque chose qu'on voit à travers le monde ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment unique en Amérique du Nord, donc le Canada, les États-Unis, là? Pour commencer, bon, mais évidemment, moi, je parle à titre de praticienne de la santé publique. On conceptualise les déterminants de la santé de façon très large, mais l'environnement, c'est un déterminant les plus cruciaux de la santé. Puis ça, évidemment, c'est à travers toutes les sociétés, toutes les géographies et toutes les structures. Puis le racisme aussi est reconnu largement comme un déterminant de la santé. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, que ce soit le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé ou que ce soit même Santé Canada, c'est maintenant reconnu aussi, ça fait consensus que les structures d'oppression tels que le colonialisme et le racisme systémique sont des déterminants d'inégalité de santé. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, là, même les grandes organisations le disent. Je vous invite d'ailleurs à lire le dernier rapport de Santé Canada, la santé des Canadiens et Canadiennes dans un climat en changement. Le chapitre 9 porte sur l'équité en santé, puis est très explicite à cet effet-là. Et nous dit d'ailleurs que les mesures d'adaptation au changement climatique doivent être intersectionnelles et fondées sur l'équité. Par contre, on reconnaît aussi qu'on manque largement de cadres d'analyse qui reflètent adéquatement la nature intersectionnelle justement de la vulnérabilité au climat. Mais l'intersectionnalité, c'est nommé, les structures d'oppression, c'est nommé, puis on nous dit en santé publique, il faut agir en amont sur ces structures-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais de façon peut-être plus pratique, là, on n'a pas besoin de creuser très loin pour se rendre compte que les groupes racisés, puis les peuples autochtones en particulier, sont davantage susceptibles d'être exposés à des environnements malsains. Puis Dr. Waldron l'a bien dit, là, c'est vraiment un fait si on pense à la qualité de l'eau potable dans les communautés autochtones, à l'insécurité alimentaire. Je pourrais vous parler longtemps des conditions de logement dans les peuples du nord du Québec, que ce soit chez les Inuits ou chez les Cris. Puis plus près de moi, ici à Montréal, moi j'habite à Montréal, les populations immigrantes, j'ai déjà fait des inspections dans des habitations
qui se décrivent même pas. Donc, ça, c'est tout des déterminants de la santé, puis c'est clairement associé dans bien des cas justement à cette intersectionnalité, non seulement entre le revenu, la race et d'autres facteurs comme celui-là. Pour ce qui est des changements climatiques, bien, on peut clairement voir on n'a pas besoin non plus de regarder très loin pour voir que les impacts des changements climatiques se font déjà sentir de façon très grave chez de nombreux peuples du Sud et également chez les peuples autochtones du Nord, ici même au Canada. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse compréhensive. Donc, maintenant, pour le public qui nous est en train de regarder, on comprend à peu près, on a les mêmes fondations là. On comprend l'importance d'avoir cette discussion-là. On comprend l'état actuel de racisme environnemental au Canada. On comprend les impacts sur la santé et on comprend le fait que ça, c'est quelque chose mondial et pas juste unique à l'Amérique du Nord. Donc, avec tout ceci en tête, peut-être on peut poser une question plus pratique maintenant. Quels sont les genres de politiques ou de pratiques institutionnelles qui renforcent le racisme environnemental? Ça, c'est une question pour tout le monde. Je vais peut-être commencer avec Manvi, puis après, je vais parler avec Lainey Williams. Manvi. Yeah. Thank you. So yes, to kind of answer the question. Oui, pour répondre à la question dans les politiques et pratiques, je pense qu'en grande partie, c'est une question de putabilité à tous les niveaux, dans toutes les institutions. C'est simple, c'est assez clair. Alors, manque d'imputabilité, de transparence à tous les niveaux, mais aussi, il y a beaucoup de processus de consultation qui ne recueillent pas beaucoup d'experts ou de personnes et favorisent davantage des groupes, par exemple, que Safelins. Nous avons des exemples aussi dans le contexte canadien, des décisions qui sont prises sur les services municipaux et les infrastructures générales d'une ville ou d'une région. Alors, ces décisions favorisent souvent le côté lucratif ou le côté capital et ont un impact sur les communautés locales. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de valeur et ne font pas partie de l'équation. Je souligne maintenant qui a de la valeur. Le capitalisme raciste touche les classes, les races. Ce n'est pas juste ça, mais c'est l'idée que vous êtes votre statut de racisé vous dévalue dans cette structure dominante. Les communautés, comme vous avez dit, en fait, les deux, vous l'avez dit, mais l'idée que ça vous suit, ça c'est vrai, tout à fait, parce que les communautés qu'on voit, si vous ne mettez pas suffisamment de capital, vous n'êtes pas valorisé. Alors, essentiellement, même les communautés qui ont beaucoup d'hétérogènes seront toujours dévalorisées à cause de cette idée de capitalisme. Alors, tout cela est souligné comme Dr. Waldron a dit, par les décideurs, mais ce n'est pas une question de représentation, mais c'est raison. Qui on consulte dans ces processus de consultation? Est-ce qu'on valide par rapport à la science occidentale? Par exemple, il y a un exemple avec la biodiversité. Est-ce qu'on a besoin de la science? Les structures de pouvoir actuellement sont intégrées dans ces modes occidentaux. L'idée aussi des institutions économiques. Je suis étudiante maintenant, mais ça domine aussi la science et ils sont considérés comme des experts d'autorité. Comme Dr. Waldron l'a dit, quand vient le temps d'analyser les risques pour générer des données et même faire des conclusions sur les politiques, ça vient tout de ces politiques. Alors, il est nécessaire de générer davantage de connaissances
diversifiés et aussi d'avoir ces pouvoirs davantage diversifiés, de les éloigner comme l'idée de ce groupe de pouvoir qui est entre les mains de Blancs occidentaux. Il faut s'éloigner de ça. C'est tellement important, surtout compte tenu du contexte mondial actuel. On est très centré sur l'Amérique du Nord. Mais il n'y a pas de frontières aux crises climatiques. Ça touche les peuples, les nations qui ne peuvent agir sur cette évolution. Alors, c'est important de considérer comment les actions ici vont avoir des ramifications dans le monde, chez les gens, encore une fois, qui ne devraient pas en payer le prix pour ce que la majorité des pays riches ont fait. Merci beaucoup, Mandy. Elder Williams, through your experience, you've had experience in Madame Williams, vous avez travaillé un peu dans le monde, dans des institutions. Quelle politique vous avez vue ou vécue qui contribue au racisme environnemental? Votre micro est fermé. Voilà. J'ai vu beaucoup de choses dans le domaine des politiques. Pour les Premières Nations, les politiques sont faites en notre nom. Nous, il y a des politiques qu'on n'a pas développées. C'est des politiques que d'autres personnes font pour nous. On parle d'air, d'eau. Ça, ce sont des éléments que le Créateur nous a donnés. C'est des cadeaux. Et moi, je vais vous dire comment j'ai commencé au sujet de l'enjeu de l'eau. Quand j'étais petite, à 8 ans, j'allais pêcher parce que notre aliment principal, c'était les poissons. Alors, j'allais pêcher le poisson pour le repas avec mon père. À l'époque, on n'avait pas de bateau moteur. Alors, il devait ramer pour avancer sur l'eau. Un jour, il m'a dit, « Regarde, écoute, l'eau et les arbres parlent ensemble, leur esprit se rejoignent. » Quand j'ai commencé à écouter, je pouvais entendre l'eau et le vent souffler contre l'eau et les arbres et le bateau, comme si elles se parlaient. C'est ce qui m'a amené ce concept que l'eau avait cet aspect sacré. Quand on pêchait, je nommais les choses, on n'avait pas de jouets. Je regardais au fond du lac et je me demandais qu'est-ce que je voyais au bas du lac, parce que l'eau était tellement claire que je voyais jusqu'au fond du lac. Tout à coup, il y a un gros bateau qui est passé, un bateau au moteur. Et mon père m'a dit, « Regarde, je sais que ça, c'était en 1948 qu'il m'a dit ça. L'eau devient brouillée. Il y a des gens qui viennent dans notre pays, dans nos eaux, qui ne respectent pas l'eau et veulent s'amuser. Et ils utilisent des bateaux comme ça amateurs. Regardez, ils brouillent l'eau. Tu vois les sédiments? J'ai dit oui, c'est de l'huile. L'huile et l'eau ne se mêlent pas. Un jour, peut-être, quand tu seras grande, tu vas voir que tu vas être obligé d'acheter de l'eau. Et ça, en 84, quand j'ai travaillé à St. Catharines, je n'aimais pas le goût de l'eau. C'était mauvais. Je devais acheter de l'eau.
Alors, ce qu'il a prédit, ben, c'est réalisé. À l'époque, quand j'ai réalisé ce qu'il m'avait dit, me voir acheter de l'eau, je commençais à me dire qu'il faut que j'agisse, que je fasse quelque chose au sujet des problèmes d'eau pour notre peuple. J'ai commencé à porter attention à la quantité d'eau que j'utilisais, qu'est-ce que je mettais dans l'eau. Et ça a commencé comme ça tranquillement. Et même aujourd'hui, il y a un mouvement parce que je suis traductrice dans ma région et les gens parlent de problèmes d'eau. Les Premières Nations, leur eau a été polluée et le poisson ne venait pas à cause du flottage du bois dans nos communautés. Et le mettait dans l'eau sans penser de l'impact que ça pourrait avoir sur l'eau et que l'impact que l'eau aurait sur les gens. Nous, on pense que l'eau est sacrée. Nous avons des cérémonies où on bénit l'eau parce que l'eau, c'est quelque chose de vivant. Quand on bénit l'eau, il va y avoir en fait le 22 mars un événement dans le cadre de l'événement sur l'eau. On fait toujours quelque chose pour bénir l'eau. Pas juste quelques fois par année, mais chaque fois qu'on a une cérémonie, on bénit l'eau. Parce que ça nous nourrit. Oui, il faut qu'on se concentre pour prendre des bonnes décisions. Et aussi pour que notre corps puisse marcher avec cet esprit et aussi qu'on le porte dans notre cœur et qu'on puisse aimer l'eau. Quand on bénit l'eau, on chante une chanson concernant l'eau qui dit à l'eau à quel point on l'aime, à quel point on l'honore et on la remercie pour ce qu'elle nous fait. Quand on est malade, on a besoin d'eau. Il faut qu'on ait de l'eau propre. Alors, quand je pense au travail que je fais avec l'eau, la fête des mères, on fait une marche pour l'eau, pour sensibiliser ces enjeux concernant l'eau au Canada, mais aussi dans les lacs, les rivières. Quand on bénit l'eau, ce n'est pas juste les océans, les lacs, non, les petits ruisseaux, les lacs, les petites rivières, les océans. Et les aînés nous disent ne mettez jamais dans l'eau des choses qui n'appartiennent pas à l'eau. Ce que le Créateur nous a donné, c'est le feu. Le feu nous transforme l'air, ça nous déplace. L'eau nous modèle parce que quand on est créé dans l'eau, n'est-ce pas? Et on pense que cette eau sacrée dans laquelle on a été créé est aussi sacrée. Et la terre nous guérit. Alors, quand on est malade, on va voir le docteur de la terre, qui sont les arbres. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. La dernière chose que j'aimerais dire, les politiques nous affectent comme Première Nation. Où je vis, je suis à plusieurs kilomètres d'ici, mais toute la Première Nation est entourée d'eau parce qu'ils pêchent et ils utilisent l'eau aussi pour se déplacer et pour beaucoup d'autres choses aussi. Si l'eau est polluée, ils ne peuvent même pas prendre l'eau pour boire. Et ils n'ont pas d'installation d'aqueduc. Ça fait 25 ans qu'ils demandent au gouvernement de leur amener une infrastructure pour avoir de l'eau potable. Et ce n'est que cette année qu'on a promis des fonds pour pouvoir construire un aqueduc et qu'ils puissent avoir de l'eau potable dans les maisons.
Miigwech. Ooh, those are some really powerful words. And C'était des mots très forts. about chatting your father and your father being like, look, Alors, vous dites, ah, observing the water. votre père vous a dit d'observer l'eau. Et elle va dire, bon, You know, this sort of speaks un jour, tu vas acheter de l'eau. Ça nous montre à quel point c'est dynamique. And I think this is something to sort of highlight is Et il faut le souligner. La connaissance écologique qui est importante. le mot traditionnel, ça donne l'impression que c'est ancré dans le passé. Mais il faut qu'on reconnaisse que ça, c'est un savoir qui est toujours en pleine évolution, plein dynamicisme avec la culture qui a créé ces connaissances-là. Et donc, ça fait en sorte que les connaissances est en pleine évolution, pleine croissance, et toujours en train d'être comme applicable à notre présente vie. So, that really sort of highlights the Alors, ça souligne la capacité. Mais j'aime bien aussi la façon dont vous avez parlé d'apprendre directement de l'eau, des arbres, de la nature directement. Alors, c'est fait pour nous. Et c'est une raison. Et ça revient à ce que Dr. Waldron disait. Souvent, des situations non intentionnelles créent des situations comme ça. Et les politiques sont importantes, pas juste les communautés, mais il faut apprendre tous ceux qui ont des impacts à cause de ces politiques. On fait des erreurs et ça touche les gens. Merci beaucoup, Annie Williams. Panel avec nous, Dr. Waldron, Dr. Wimet. Ma question pour vous, et maintenant qu'on a bien compris, en effet, les impacts des politiques sur la création de circonstances de situations de racisme environnemental, quel est le rôle de la collecte des données dans la lutte contre le racisme environnemental? Right? Étant que chercheuse, vous êtes là en train de collecter des données, en train de faire la recherche, en train de bien ancrer essayer de bien saisir le problème là. Donc, en effet, quel est le rôle de collecte de données? Like, if we already know that these things are harmful, why are we collecting data? What does that do for us? Qu'est-ce que ça fait pour nous, la collecte de données? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans les... So, Dr. Wimet, je vais commencer avec toi, puis Dr. Waldron, I will be coming to you to close us off. Thank you. I just want to say, Miigwech, Merci beaucoup, Miigwech, Annie Williams, pour nous avoir rappelé à quel point c'est vital et sacré, l'eau. Je le sens vraiment quand j'étais à UC, sur la terre des cris. Leur terre qu'ils avaient utilisée pendant des siècles a été transformée par des barrages hydroélectriques qui ont été construits là-bas. Et l'impact sur les êtres humains et les animaux a été énorme. Merci beaucoup de nous l'avoir rappelé. L'importance de cette sagesse. Comme vous avez dit, et comme Manvi a dit, on est assez intégré, pas mal intégré dans les modes de vie occidentaux, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut amener autour de la table. Merci beaucoup à vous deux de nous l'avoir rappelé. C'est sûr qu'en santé publique, on a besoin de données pour orienter la prise de décision. Les données, c'est un peu comme quand on est médecin en clinique, là, on ausculte notre patient, on l'examine. Bien, en santé publique, c'est vraiment les données qui nous fournissent, qui nous donnent un peu une idée là, sur le diagnostic pour l'ensemble d'une population. Alors, on en a besoin pour identifier les problèmes puis essayer de comprendre quels sont les groupes qui sont les plus affectés. Si on veut ensuite intervenir de façon efficace puis agir sur les causes ou sur les racines du problème.
Donc, par contre, ça prend une lunette spéciale pour être capable d'identifier les inégalités sociales de santé. Puis, je pourrais dire qu'au Québec, on se limite le plus souvent, jusqu'à tout récemment, on se limitait beaucoup à produire des données en fonction du statut socio-économique, sous prétexte que, ben, de toute façon, les personnes qui souffrent le plus des problèmes liés à l'environnement ou à des conditions défavorables sont les personnes défavorisées. Il y a eu beaucoup ça a pris du temps avant d'adopter vraiment une approche intersectionnelle. Mais maintenant, on se rend compte depuis au moins 2008 que c'est essentiel, depuis la Commission sur les déterminants sociaux de la santé, puis même avant. Mais ça tarde encore, je dirais, à rentrer dans les pratiques. Donc, on a très peu de données sur certains groupes racisés, très peu de données qui sont collectées systématiquement par rapport au statut de personnes autochtones. Puis, ce que ça nous dit, dans le fond, c'est que si on évite de collecter ces données-là, on participe un peu à rendre invisibles les inégalités que ces populations-là vivent. Et je dois dire qu'il y a beaucoup... il y a beaucoup de volonté politique qui manque aussi pour prendre ces décisions-là. Ceci dit, il y a de plus en plus d'enquêtes en santé publique qui intègrent des questions explicites sur l'appartenance à un groupe ethnique ou racial. Par exemple, une récente étude qui a été faite par l'Institut national de santé publique où je travaille sur les impacts de la chaleur au Québec. Il y avait des questions explicites. Puis c'était vraiment dans une optique d'identifier des inégalités sociales de santé en lien avec l'appartenance à un groupe ethnique ou racial. Il y a eu aussi de nombreuses initiatives dans le cadre de la pandémie de COVID de collecter des données qui représentaient la réalité des personnes racisées en collaboration, toujours avec les communautés affectées, parce que un des obstacles par le passé qu'on nous disait qui empêchait de faire ces collectes-là, c'est qu'on n'avait pas les outils pour le faire de façon éthique, pour éviter de stigmatiser, tout ça. Mais maintenant, on sait très bien qu'il y a des façons de faire avec une participation explicite des communautés elles-mêmes pour que les données pertinentes soient collectées, que la collecte soit dirigée par les personnes concernées, puis qu'ensuite, ce soit elles aussi qui puissent décider comment diffuser les résultats de façon éthique pour vraiment divulguer le message qui est souhaité. Fait que, mais en lien aussi avec ce que, dans le fond, Elder Williams puis Manvi disaient, il y a vraiment aussi la nature même des données qui est collectée. Comme je disais au début, on est beaucoup ancré dans notre système, notre Western colonial way of knowing, et on tarde encore là, à intégrer des données qui reflètent vraiment la façon dont les populations elles-mêmes définissent la santé et le bien-être. On a vraiment encore du chemin à faire là, pour que les systèmes de surveillance reflètent bien les priorités des populations elles-mêmes, qui soient réellement inclusifs et participatifs, puis qui répondent à leurs besoins. Il y a un bon exemple, je pourrais dire peut-être en terminant, si j'ai encore le temps, c'est un bon exemple de ça, c'est la consultation qui se fait, puis ça, Dr. Waldron en parlait tout à l'heure, you were mentioning the impact. Vous parliez du processus d'évaluation de l'impact et de la consultation, des consultations qui ont lieu dans l'entente de la baie James et du Nord du Québec avec la population cri inuit du Nord du Québec. Ils ont un cadre de participation inclusive. Malgré cela, les outils utilisés sont très souvent pas bien adaptés aux besoins des gens. Et aussi, ce n'est pas fait nécessairement de façon démocratique, malgré le fait que pour certaines personnes, on est loin d'avoir une approche inclusive. Merci énormément, Dr. Wimmer. C'est vraiment intéressant ce que
ce que vous avez dit, parce qu'un aspect que vous avez souligné est le fait que c'est nécessaire d'avoir comme la bonne volonté pendant la collecte de données. Parce que les données puissent être utilisées, les données sont une arme double tranchante. Ça peut être utilisé également pour effacer l'existence des gens, parce que souvent les communautés racisées, les communautés marginalisées sont souvent petits en nombre, disons. Par exemple, on peut utiliser la population noire au Canada comme exemple. La population noire au Canada est 3,4% de la population selon le recensement de 2016. Donc, ça veut dire que les enjeux qui impactent les personnes noires en général sont souvent ignorés uniquement parce que c'est comme, en tout cas, les Noirs sont vraiment une très, très petite partie de la population. Et ça, c'est un aspect de collecte de données qui rend les gens noirs en général un peu moins actifs dans la participation de collecte de données, par exemple, ou de remplir le recensement ou quoi que ce soit. So, Dr. Walden, maybe I'm going to pass it on to you now. Dr. Walden, à vous maintenant la parole. Quelle est l'importance de la collecte de données dans votre travail? Et comment aussi s'assurer que cette épée à double tranchant crée des services, etc., comme on a dit, et que ça peut être utilisé aussi peut-être pour ignorer l'existence de certaines communautés qui ne sont que 2 de la population. Votre micro, s'il vous plaît. On a besoin de politique partout, pas seulement sur le racisme environnemental et le changement climatique, mais on sait que le Canada, ici, nous n'avons jamais recueilli des données sur le racisme, mais il faut le changer. Je pense que c'est à Montréal, au Manitoba, ou ailleurs, je ne me rappelle plus. À Toronto, on a commencé à recueillir des données basées sur le racisme dans le cadre de la COVID. Mais au Canada, on ne peut pas dire, comme aux États-Unis, on ne peut pas dire les hommes noirs ont un taux élevé de cancer de la prostate, comme ils peuvent le dire aux États-Unis, parce qu'au Canada, on dit qu'il n'y a pas d'inégalité. Mais si vous cherchez, vous allez trouver des problèmes et le Canada ne va pas trouver de problème. Parce que si on trouve un problème, il faut y remédier. Ce faisant, à cause de la COVID, on a commencé à le faire. Ces données sur le racisme soulignent les inégalités, le racisme. Dans les communautés noires, c'est une épée à double tranchant parce que la communauté en Nouvelle-Écosse et ailleurs que j'ai trouvé ont peur des données parce qu'elles pensent que ça va être utilisé pour leur nuire, surtout par les chercheurs ou tous les chercheurs, même les chercheurs noirs. Mais elles comprennent aussi que c'est important parce que ça veut dire que c'est un moyen de résoudre des problèmes, par exemple le manque d'instruction, l'inégalité à l'emploi, les injustices, le sous-emploi. Ils savent que quand vous trouvez ces inéquités, ces inégalités, vous pouvez quand même y remédier. Moi, j'ai participé à une étude sur la COVID en Nouvelle-Écosse et on essaie de recueillir ces données sur le racisme et on veut mettre un lien entre leur genre et toute l'information démographique par rapport au taux de COVID. Et on dit, oh non, je ne fais pas cette étude, mais la personne a eu des réponses de la communauté noire. Pourquoi vous nous demandez notre numéro d'assurance sociale? On n'a pas demandé ça, on a demandé le numéro de carte d'assurance maladie. Alors, voyez, il y a une peur et aussi une histoire d'autres personnes, de chercheurs qui ont nui à des communautés noires quand ils ont collecté des données, que ce soit directement, indirectement. Il s'agit donc d'un sujet assez compliqué parce que la première étape, c'est de gagner la confiance. Avec notre recherche sur la COVID, c'est que on a fait des entrevues pour liées à la confiance. C'est un processus long pour créer cette confiance et les
rassurer? Comment est-ce que ça peut être soutenu? Comment remédier aux inéquités et aussi abolir cette manque de confiance? On peut aller dans vos communautés, prendre l'information, quitter avec l'information et les gens ne revenaient pas. Alors, c'est pour ça de faire de la recherche basée dans la communauté au lieu de faire des recherches universitaires parce qu'on veut revenir avec l'information. On veut développer des relations avec ces communautés. Et quand les communautés sont engagées, elles dirigent le projet. Nous, on veut qu'elles recueillent des données elles-mêmes. On veut qu'elles participent à leur communauté, parce que les gens qu'on engage, évidemment, ne sont pas de la communauté. Alors, il y a plusieurs façons de mener ça. Je pense que ça peut se traduire en racisme environnemental. On a un projet de loi, le C-32, 230, et là, on demande au ministère de l'Environnement de collecter des données basées sur la race, sur les données économiques et les risques pour la santé. C'est dans le projet de loi, mais c'est dans l'être du mandat du ministre de l'Environnement. Alors, c'est quelque chose qui constitue une priorité au niveau fédéral, ce qui est très emballant. Pour moi et pour beaucoup de personnes, ils ont ça en tête et se rendent compte que là, ça a un impact sur la communauté. Ils se rendent compte maintenant qu'ils doivent collecter ces données sur l'intersection du racisme. On est en bonne voie au Canada, en grande partie. C'est une discussion très riche parce que je pense aux organisations aussi, parce qu'on parle au niveau de politique, au niveau, bon, parfois, il y a plusieurs exemples, mais le travail qu'on fait avec les organisations, les compagnies, souvent, elles ont des données avec les employés pour voir s'il n'y a pas de racisme au milieu de travail. Essayer de voir, qu'est-ce que vous allez faire avec ces données? Je ne suis pas à l'aise de vous voir avec ces données. Oui. Cet élément clé pour constituer la confiance au cours des entrevues, c'est important. Je pense que dans tous les milieux de travail, c'est une espèce de ciment social. Si vous écoutez à cela, membres de l'auditoire et notre organisation, et ceux avec qui on travaille, on travaille, il faut essayer de créer cette confiance à la base avec les gens. Les données, c'est un outil souvent qui a nuit aux gens de façon diverse. Même souvent, moi, j'hésite à donner des données, à moins que je connaisse exactement la connexion avec la personne. Passons maintenant à la prochaine question. Maintenant, on passe à l'avenir. On a parlé des liens entre le passé et le présent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les prochaines étapes? On connaît quels sont les enjeux. Mais là, que faut-il faire? Surtout ceux qui écoutent ici, ceux qui sont dans des organisations sans but lucratif, qui veulent faire des choses. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites dans votre organisation? Vous essayez des choses dans votre espace. Qu'est-ce qui marche pour vous? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous voulez faire? Merci beaucoup. C'est une discussion très riche. Ce que je voulais mentionner avant que ça se termine, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut mentionner dans cette discussion. Une chose, c'est qu'un hommage aux traditions noires traditionnelles, créer des espaces de joie.
Une des choses que nous, on essaie d'opérationnaliser, c'est qu'on travaille sur des questions d'adaptation, d'atténuation. Et en matière de climat, c'est aussi culturel à travers le monde. Quel est notre lien par rapport à la Terre? Alors, je pense qu'en grande partie, c'est de créer des relations pour être plus résilient, renforcer ces relations, des liens sociaux, dans le fond, qui nous gardent bien vivants et aussi des liens avec les animaux, les terres, je dis nous, mais enfin, les rivières, etc. Avoir cette approche humaine et se considérer comme étant le personnage principal, mais l'intégrer un peu davantage dans l'environnement, créer des relations réciproques avec nous et les autres. Il y a des espaces pour promouvoir cela, c'est l'approche qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on rêve d'avenir où, bon, on arrive à cette abondance? Ce sont des choses qu'on fait. On essaie d'aller au-delà. Au-delà de ce qui est très gris au sujet du climat. On soutient les coalitions, comme le Dr. Waldron disait, au niveau fédéral, toutes sortes d'approches, et ou réussi réformer CIPA, beaucoup de façon tangible, mais on ne veut pas tourner en rond. Il faut réimaginer en quelque sorte. Et c'est une question de changement culturel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Moi, dans mon organisation, depuis 2018, on y pense, depuis la Fondation. D'abord, on a commencé avec l'approche de la science occidentale, c'est ce qu'on connaissait. Et on pouvait être d'accord là-dessus. Mais maintenant, il faut évoluer parce que le changement climatique, c'est un symptôme de plusieurs systèmes qui vont mal. Il faut remettre un peu en perspective et il faut remettre en question ces choses-là. J'aime bien comme la façon dont tu l'as dit. En Alberta, le changement climatique est assez délicat. Pourquoi? Parce que quand on parle de changement climatique, c'est un problème secondaire. Ce n'est pas le premier problème, comme vous dites, c'est secondaire. Alors, on ne peut l'attaquer directement à moins de changer le climat ou autre chose. Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est on veut s'attaquer aux symptômes premiers, tout ce qui engendre ce changement climatique. Et, entre autres, c'est ceux qui n'écoutent pas les Autochtones, les savoirs autochtones, qui connaissent ces systèmes, les façons, donc, toutes les différentes choses qui contribuent à créer ces changements climatiques. Il faut s'attaquer et combattre ça. Alors, je pense que là, on se dit, oui, mais comment je peux m'attaquer à tout cet enjeu? Il faut parler des circonstances primaires qui... Merci beaucoup. Dr. Ouimet? Je vais te céder la parole. Encore la question est comme, on va où maintenant? Donc, maintenant qu'on a discuté de l'enjeu actuel du racisme environnemental, on a discuté, on a fait des allusions au passé qui a créé les circonstances qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour avancer de bonnes manières vers un bon avenir, en effet? Bien, de la même façon que, comme je disais tout à l'heure, la pandémie de COVID a mis en lumière des iniquités, puis a commencé à changer les pratiques en santé publique, puis Dr. Waldron l'a dit, là, pour vraiment être capable de bien nommer le racisme, puis nommer les structures qui perpétuent les iniquités. Bien, les changements climatiques nous offrent aussi cette même opportunité-là de mettre en lumière les iniquités historiques liées au colonialisme,
puis au racisme systémique, puis de les redresser. Puis je ne pourrais pas être plus d'accord avec Manvi. Agree fully with what Manvi said about radically reimagining. Je suis tout à fait d'accord avec Manvi pour réimaginer parce que le changement climatique est un symptôme. On ne peut que apporter des solutions techniques au changement climatique. Non. Je pense que la justice environnementale et le changement climatique doivent être au cœur de tout ce qu'on fait parce que le changement climatique est un enjeu de justice sociale. Et si on ne le regarde pas comme ça va se perpétuer. Ça va continuer les inéquités. Il y a beaucoup d'opportunités que cette crise climatique soulève. Il y a beaucoup d'opportunités aussi d'améliorer la santé avec l'adaptation, les mesures d'atténuation pour améliorer la justice sociale. Il faut utiliser tous les moyens dont on dispose et aller foncer, créer de nouveaux alliés, avancer avec ce cadre qu'on discute. Merci beaucoup. Also, I need to reveal Manvi's big secret. Manvi speaks French. Manvi parle français. Simplement pour vous dire, elle parle français. Oui, no, I don't speak no French. Elle parle français. OK. Dr. Waldron, from your perspective, Dr. Waldron, qu'est-ce qu'on doit faire à partir de maintenant? Je sais que quel genre de soutien aimeriez-vous avoir, surtout des ONG, des organisations sans but lucratif, mais aussi des personnes, des communautés, quel genre de soutien aimeriez-vous avoir? Le racisme environnemental, je veux être qu'on soit les leaders mondiaux. Je veux qu'on soit des vrais leaders dans le domaine. Il y a beaucoup de façons de soutenir ça. C'est se joindre à la campagne et aller sur le site Internet MyRich et vous allez voir tout ce qui est là, les campagnes, les tweets. Je veux, donc c'est ce que je souhaite. Et je pense que ça commence aussi à l'école. Les programmes scolaires est un problème à l'élémentaire, au secondaire, à l'université. Il faut changer les programmes intégrés, pas seulement la durabilité. Souvent, la durabilité ne parle pas de pouvoir et de colonialisme. Il faut avoir de l'information sur le racisme, sur l'histoire des Autochtones, le capitalisme. Il faut connecter tout ça. C'est un long processus. Étant donné que les jeunes comme Manvi sont des leaders de l'avenir, ils vont prendre de l'espace au gouvernement, un bon espace au gouvernement, des gens comme Chuck. Les jeunes actuels apprennent. Les jeunes de 14 ans vont prendre des positions de pouvoir. Ils vont bénéficier, j'espère, d'un programme d'enseignement qui est différent de ce qui existe aujourd'hui. Ils n'ont pas bénéficié de cela. Et moi non plus. Moi, je ne connaissais pas le racisme quand j'avais 14 ans. Alors, je pense qu'on peut transformer ça. Il faut donner aux jeunes les outils intellectuels pour travailler avec ça. Ce que je vois, c'est que les changements climatiques, on parle le langage scientifique, les émissions de gaz à effet de serre. Oui, c'est tout important, mais il touche la tête, mais pas le cœur suffisamment. Avec les changements climatiques, il faut toucher le cœur des gens. Quand je parle à des gens qui ont le plus grand impact du changement climatique, ne se voient pas s'en sortir. Pour moi, le défi maintenant, ce n'est pas de parler sans fin des effets, des émissions. Oui, ça, on le sait. Merci beaucoup. Là, il faut trouver des façons de faire en sorte que les Autochtones et d'autres communautés marginalisées comprennent l'impact que ça a sur eux. Sur le terrain, beaucoup de communautés, ils ont d'autres problèmes pour beaucoup. Bon, oui, mais après, qu'est-ce que je dois faire?
Est-ce que ça va m'amener du beurre sur la table? Il faut qu'ils comprennent bien qu'il va y avoir un impact sur eux, les familles, les communautés qu'ils aiment. Il faut que ce soit une action de réponse de la communauté pour qu'elle se voie dans ce problème de changement climatique, qui subissent les impacts. Mais comment elles se voient? C'est ce que j'essayais de faire en Nouvelle-Écosse, un atelier sur le changement climatique. J'en ai beaucoup parlé, mais là, c'était en mars 2021. Et j'ai fait des ateliers dans ma communauté à Shelburne pour que les gens s'y voient à l'intérieur de ça. Beaucoup ne voulaient pas venir aux ateliers. Ils disaient, ah, je ne sais pas c'est quoi, changement climatique, pas intéressé. Mais après l'atelier, ceux qui étaient là, on en veut davantage parce que les gens qui sont engagés, ce n'est pas moi qui les fais, mais les gens ont pu leur montrer l'impact que ça peut avoir. Et là, ils en veulent plus. Alors, je pense que ce qui manque, c'est qu'il faut toucher le cœur, pas la tête. Ça, oui, les scientifiques s'en occupent. Il faut que les Autochtones et les Noirs comprennent l'impact. Je pense qu'ils comprennent déjà, mais je ne vois pas même des recherches au Canada sur le changement climatique. Je sais que c'est en fait les Noirs c'est difficile de les faire participer dans les mouvements de changement climatique. Je me demande toujours pourquoi. Je pense que c'est parce qu'ils ne se voient pas là-dedans. C'est ça le problème et il faut y remédier. Ah, ben j'adore ça. Et je reviens à votre point sur l'éducation. Oui, mais trop jeune pour apprendre ceci, cela. Je dis aux gens, si un enfant de 5 ans blanc apprend le racisme, un enfant de 5 ans noir peut apprendre aussi. Ce que vous avez dit sur les gens qui sont touchés, qui se voient là-dedans, oui, racisme dans d'autres communautés de couleur, des communautés qui proviennent de l'immigration. Les gens qui ne se voient pas dans le mouvement climatique, qui ne voient pas comment le changement climatique a un impact sur eux. Je parlais à mes étudiants, ils me disaient, quoi? Je suis une femme, je ne pense pas que j'ai un impact. Ensuite, j'ai parlé de l'impact par exemple, les inondations à Ottawa, les feux de forêt en Alberta, les gens qui auront pu l'accès à des emplois. Beaucoup d'études, c'est documenté partout, même au Canada. Des études ont montré qu'il va y avoir, quand l'économie baisse, il y a une corrélation directe avec une augmentation de la violence familiale. Alors, on voit comment la situation, ça a l'air tellement gros, immense, mais ça va avoir un impact sur eux. J'aime bien ces liens que vous faites parce que vous dites femmes et climat. Oui, c'est difficile de mettre le lien entre les deux. C'est ce qu'on a besoin de faire. Oui, tout à fait. Alors, le dernier mot de vous, Annie Williams, qu'est-ce que vous voulez que les gens commencent à faire? Comment aller de l'avant? Comment être meilleur? Nous, ce n'est pas nous qui prenons les décisions, mais comment continuer? Comment aller de l'avant? Comment faire? Ben, j'y ai pensé. Il faut continuer d'informer nos gens, de les convaincre, leur montrer l'état de notre environnement. La Terre nous dit quelque chose. Avec la COVID aussi, la Terre veut nous dire quelque chose. Il y a de la maladie dans l'air. C'est la pollution. Si tu respires, tu vas être malade. Et il faut croire que les réponses sont dans la Terre. C'est ça que les ancêtres nous disent. La Terre a la réponse. Alors, si la Terre a la réponse,
Nous avons une responsabilité de prendre soin de la terre, tout ce que le Créateur nous a donné. Il faut décoloniser nos esprits, en penser que l'eau est ici éternellement et on peut en utiliser tant qu'on veut. Non, sans conséquence. On a besoin de penser que l'eau ne sera pas éternelle. Ça va être là pour toujours. Mais si on en prend soin, on est là ensemble. Si on peut convaincre les gens de ne pas polluer l'eau comme ils ont déjà fait, de trouver d'autres sources, alors on pourra continuer. Mais il faut respecter l'eau, la terre, et l'aimer et prendre soin de quelque chose qui nous a été donné par le Créateur. Je voulais dire beaucoup d'autres choses, mais je vais en rester là. Alors, nous sommes tous ensemble dans la même situation. Rouge, blanc, noir, tous, peu importe notre couleur de peau, nous sommes des êtres humains et il faut qu'on travaille ensemble. Il y en a qui disent que si les Premières Nations nous disent que le monde, aux maires, ou des leaders politiques, voici ce qui arrive. Ils nous appellent des terroristes. On n'est pas des terroristes. On a dit qu'aux gens, voici ce qui se passe. Faites quelque chose. Et ça va bénéficier à tous les êtres humains. Ce n'est pas juste pour soi. Ce n'est pas simplement pour l'élite. C'est pour tout le monde. Le Créateur nous a donné la vie, la terre, et on s'occupe de notre vie de la meilleure façon possible. Alors, merci, Miigwech. C'est la question de responsabilité. Le Créateur nous a donné la terre, la vie. Il faut faire mieux que ça. Alors, évidemment, si je vais te voir et je jette ton cadeau au sol la prochaine fois, ça ira pas bien. Nous avons des questions de l'auditoire. Il nous reste 10 minutes. Il y a une question qui a été présentée différente. Qu'en est-il au sujet des genres? Moi, j'ai de la difficulté à voir des femmes racisées. On parle de changement climatique, racisme et le fait des changements climatiques. Ma question est la suivante. Jusqu'à présent, vous semblez ne vous pas référer aux questions de genre. N'est-ce pas paradoxal qu'on est dans la CSW? Et j'imagine le CSW are our hosts. So, with this in mind, and given that I am on a panel with four... Étant donné qu'on a un panel ici avec des femmes, je sais, docteur Manvi, qu'est-ce que vous avez à dire de cette discussion qu'on vient d'avoir? Annie Williams. Désolée. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Comment intégrer les genres, les hommes-femmes, dans la conversation qu'on vient d'avoir? Ah, OK, les gens. Ça n'existe pas dans les communautés des Premières Nations. Les hommes et les femmes travaillent ensemble. Chaque rôle, les hommes et les femmes, ils ont des rôles. Quand on fait la marche pour l'eau, le rôle des hommes, c'est de nous protéger. Et c'est de protéger les femmes
qui marche. Les femmes portent la vie parce qu'on donne naissance. Et ce don sacré n'est donné qu'aux femmes. Alors, on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble avec toutes les différentes personnes, les hommes, les femmes ensemble, parce qu'on est tous touchés. Ça ne concerne pas juste les femmes, mais il semble que les femmes, parce qu'elles ont des responsabilités familiales, beaucoup de choses à faire, il faut qu'on travaille ensemble. Ce n'est pas juste pour les hommes ou les femmes qui doivent assumer la responsabilité, mais tout le monde. Les hommes ne semblent pas nous écouter en politique. Il faut travailler ensemble pour qu'ils nous écoutent ce qu'on a à dire. Quand ils écoutent, à ce moment-là, les choses vont changer pour le mieux. J'allais dire autre chose, mais je vais me taire. Vous dites, il faut travailler ensemble, mais les hommes n'écoutent pas. J'aime bien. Ils m'ont dit, oui, c'est vrai. Docteur Walter, comment intégrer les genres dans cette discussion? Comment est-ce que tout cela peut s'intégrer? Ben, les hommes et les femmes sont impliqués dans le racisme environnemental et le changement climatique. La seule façon dont je le vois, c'est que vous avez remarqué que c'est les femmes qui sont d'abord en première ligne. Pourquoi est-ce que les femmes sont à l'avant du racisme environnemental? On le voit dans le monde. Je le vois dans mon travail. Et une femme autochtone me disait, parce que ce n'est pas un fardeau pour nous, parce que c'est notre rôle. On ne le voit pas comme un fardeau, c'est un rôle, parce que nous, on donne la vie. On reproduit. Alors, on prend soin des autres. On défend la terre, on protège l'eau. Et les hommes nous aident d'autres façons, mais c'est notre responsabilité. Cette femme a tiré ça au clair pour moi parce que avant, je me disais, hein, oui, mais où sont les hommes? Il n'y a que des femmes. Alors, on met beaucoup de fardeaux. Les femmes retournent. Ça doit être difficile, mais elle m'a expliqué, j'ai compris. Au sujet de la justice climatique, quand j'en discute dans le monde, je dis, si on regarde des pays où on sait que le genre, c'est une construction sociale. Il y a des rôles pour les hommes ou pour les femmes. Dans certains pays africains ruraux, les femmes sont responsables d'aller chercher l'eau, de s'occuper de la nourriture et leur rôle dans la société comme femmes les expose à des changements climatiques simplement en raison de leur responsabilité familiale au travail et de façon générale. Alors, les femmes noires sont là qui ramassent de l'eau. Elles sont exposées au changement climatique et pas les hommes, dans le fond. C'est le cas partout, mais on le voit davantage dans ces pays à cause des rôles que les hommes et les femmes. Il faut que les femmes y participent. Il faut que leur expérience soit intégrée dans nos politiques. C'est une question de genre, mais il faut que ça soit lié à la culture, aux régions, pays, pauvreté, la classe sociale. C'est intégré dans tous ces enjeux. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé pendant notre discussion, mais quand on dit qu'on a besoin d'une lentille intersectionnelle, on a besoin de genre aussi. Well, I think the key word here is intersectionality. Le mot clé, c'est intersectionnalité. Dr. Waldron l'a dit. Vous l'avez dit aussi, la précarité amenée par des événements climatiques extrêmes. Ça a un impact sur les femmes. Et je dirais qu'au Canada, une des exceptions, c'est que pour certains travailleurs qui ont des
des emplois précaires comme les mineurs sont davantage affectés, mais c'est davantage l'exception que la règle. Alors, conclusion, Manvi, sur le genre et le changement climatique. Je vais commencer par dire quelque chose en français. But anyway, so back to the question. De retour à la question. Merci beaucoup. Je sais que c'est important pour vous, mais par exemple, je n'ai pas d'enfant et je ne le vois pas comme étant mon rôle, mais je pense que c'est correct. Beaucoup de jeunes s'inquiètent de l'avenir du monde. On ne veut pas amener des jeunes dans cette situation. Les femmes sont en première ligne. Il y a plusieurs rôles qu'on peut jouer et travailler dans différents espaces. Les réseaux sociaux, les femmes, on a une façon unique d'échanger et on est beaucoup centré sur la communauté. C'est fait partie de la culture des femmes. Et c'est pour ça que des espaces qu'on essaie de créer, qu'on inclut les femmes, mais les gens qui ont plein d'identités. Alors, c'est magnifique. Les femmes font partie intégrale de cette réponse au changement climatique. Et c'est une des choses que je peux dire en tout dernier lieu. Il faut continuer de prévoir des espaces où on peut exister authentiquement, sans peur de structures extérieures qui influencent notre expérience. Le leadership féminin dans cet espace, il faut qu'il soit sécuritaire. On pourra créer ces solutions innovatrices qui vont nous enlever de ces origines d'où viennent les problèmes. Il y a des solutions radicales. Merci. Merci. Alors, ça me fait penser à cette dichotomie peut-être qu'on pourrait avoir dans notre société, la façon dont on comprend les choses. C'est très important, la nature humaine, la division entre l'homme et les femmes, entre les noirs et blancs. Alors, quand la raison pour laquelle on divise, c'est qu'on définit notre féminité par la masculinité. Il y a des hiérarchies qui sont établies. Nous avons donc, alors comme l'aîné Williams disait, on dit que les femmes parlent et les hommes n'écoutent pas. Pourquoi ils n'écoutent pas? Parce que quand une profession est dominée par les hommes commencent à quitter la profession parce que ça appartient aux femmes. Elles se sentent dépouillées de leur masculinité. Ces rôles, surtout dans le domaine environnemental, c'est dominé par les femmes, de sorte que peut-être les hommes ne se sentent pas aussi à l'aise dans ces cas. Donc, il s'agit de briser ces barrières et de supposer que, bon, même que ceci, ça fait partie d'un trait de féminité. Beaucoup de questions. Nous avons appris beaucoup aujourd'hui sur la façon dont l'environnement croise toutes sortes d'autres éléments, la classe économique, le racisme dans le contexte canadien. Non seulement la bonne foi, mais également la bonne volonté. L'importance de vraiment bien intégrer ou bien reconnaître en effet que les données sont une arme double tranchante. Il y a plusieurs personnes dans ce pays-là qui ont vécu la discrimination en raison des données. Donc, l'importance de bien faire à la recherche, mais aussi
as you talked about moving forward, Comme vous avez parlé, l'éducation aussi a été soulevée, Dr. Waldron, and as people who work in education, que ceux qui travaillent en éducation, Annie Williams aussi, et Manvi a un doctorat et peut-être qu'elle aussi, comme ceux en éducation, nous avons la possibilité de créer ces changements culturels nécessaires pour se pencher sur le climat. Merci beaucoup tout le monde. Je suis vraiment reconnaissant de vous avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances, vos savoirs, vos propos, vos avis, vos conseils. Vraiment, c'était puissant et j'ai vraiment adoré partager l'espace avec vous. I will now be passing it back to the amazing Michelle Penny. Maintenant, Michelle Penny va nous faire le plaisir de chanter. Elle a mis des petites gouttes de sagesse dans le clavardage. Alors, allez voir. Alors, à vous, Michel. Merci, j'ai beaucoup aimé vos perspectives. Je fais partie du comité sur les relations. C'est important de voir que maintenant, on se rend compte qu'il faut compter sur nous tous. Il faut commencer à écouter l'un l'autre. Et comme Annie Williams disait, elle est vraiment incroyable. Et aussi, sa connaissance de l'eau. J'encourage tout le monde à penser à l'eau. Que serait votre vie sans l'eau? Et le travail nécessaire pour protéger l'eau. Parce que si on garde l'eau saine, les choses vont guérir. Nous allons guérir parce que c'est le pouvoir de l'eau, c'est de guérir. Alors, c'est important. Il faut commencer à entendre quand les gens entendent parler des autres. Et aussi la marche que vous faites autour du lac en faveur de l'eau. Elle ne fait pas elle-même. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec eux et d'autres qui observent ce qui se passe. Alors, je vais clore la rencontre avec une chanson qui s'appelle « La longue marche ». Ça nous a pris beaucoup de temps avant de nous rendre où nous en sommes. Et c'est une chanson sur les droits de la personne qui a commencé aux États-Unis. Donc, on a parlé de marche avec les Autochtones et les Noirs, côte à côte. Martin Luther King Jr. qui a marché à Washington. Alors, je veux partager cette chanson. Et quand je vais chanter, je parle d'unité. Tout le monde qui marche dans la même direction, comme une longue marche, comme aujourd'hui.
away, away, Oh, let's walk together. Oh, amazing. Okay, I'm going to pass it off to the leaders of, to our event hosts. Alors, les autres vont nous dire le mot de clôture. Alors, j'ai rien d'autre à dire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous de vous être joints à nous. Merci, Michel, encore une fois pour la chanson. Alors, merci. Profitez de la soirée. Prenez soin de vous. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci.